La cuisine sent le caldodos et le romarin. Marguerite Vasseur descend l'escalier de pierre avec son coffre de voyage, persuadée que personne ne la verra partir à cette heure. Mais Madame Roux est déjà là, les mains immobiles sur la table de cuivre, les yeux qui ont vu 30 ans de secret. « Vous partez » dit-elle sans surprise. Marguerite pose le coffre. La petite va mieux. La cuisinière ne bouge pas. Le duc sait que vous partez. Marguerite sent quelque chose se tendre dans l'air. Je n'ai pas besoin de sa permission. Un silence. Puis la question qui change tout. Pourquoi a-t-il fermé les grilles? Marguerite regarde la cuisinière sans comprendre. Kells Grills, toute cette nuit. Après le courrier, Madame Roux pousse le cahier de menu vers elle. Un registre épais, taché de graisse et d'encre. Les pages sont ouvertes sur des dates soulignées au charbon. Regardez les dates, petites. Et demandez-vous pourquoi un homme qui n'a jamais fermé une porte de sa vie vient de verrouiller les siennes. Marguerite prend le cahier. Les dates sont espacées. Mars, juin, septembre, décembre, et à côté de chacune une note manuscrite, Almandra Confitada, Monsieur Gérard. Elle lève les yeux vers Madame Roux. La cuisinière la regarde avec une expression qu'elle ne peut déchiffrer. Pas de la peur. Quelque chose de plus lourd, de plus ancien. Vous avez soigné la petite pendant 6 semaines, Madame Vasseur. Vous avez noté ses symptômes. Vous avez vu les crises. Marguerite sent son cœur battre plus vite. Elle connaît ces dates. Elle les a notées dans son propre carnet. Les fièvres, les vomissements, les sueurs nocturnes qui laissaient Céleste tremblante dans son lit. Chaque fois que Monsieur Gérard vient, il apporte un cadeau pour la petite. Toujours le même. Des almandras confitada dans une boîte en bois. Marguerite referme le cahier d'un coup sec. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Madame Roux se lève lentement. Elle va vers le placard et en sort une petite boîte en bois. Elle la pose sur la table entre elles. Je suis en train de vous dire que la petite ne va pas mieux parce que vous êtes une bonne sage-femme. Elle va mieux parce que Monsieur Gérard n'est pas venu depuis 4 semaines. Marguerite ouvre la boîte. Les almandras sont encore là, dorées, parfaites. Elle en prend une et la porte à son nez. L'odeur est sucrée. Mais en dessous, quelque chose d'autre, quelque chose d'amer. Elle repose l'almandra comme si elle brûlait. Le duc sait. Ce n'est pas une question. Madame Roux hoche la tête depuis 1 an. Et il n'a rien fait. La cuisinière la regarde avec une expression qui ressemble à de la pitié. Il ne peut pas. Marguerite sent la colère à monter. Pourquoi? Parce que pour accuser Monsieur Gérard, il faudrait expliquer pourquoi Monsieur Gérard veut la mort de cet enfant. Et expliquer pourquoi, c'est détruire Madame Diane une 2e fois. Le nom flotte dans l'air comme de la fumée. Madame Diane, la duchesse morte il y a 2 ans, celle dont personne ne parle, celle dont le portrait dans le grand salon a été tourné face au mur. Marguerite ramasse son coffre. Je vais voir le duc. Les grilles sont fermées, petite. Alors il va les ouvrir. Elle sort de la cuisine sans attendre de réponse. Derrière elle, Madame Roux reste immobile, les mains posées sur le cahier de menu, et pour la première fois en 2 ans, elle permet à l'espoir de prendre racine. Le bureau du duc est au 2e étage, dans l'aile ouest. Marguerite ne frappe pas. Elle entre directement. Augustin de Montclair est debout près de la fenêtre. Il ne se retourne pas quand elle entre. Il a 34 ans mais en paraît 10 de plus ce matin. Les épaules raides, les mains croisées dans le dos. Ouvrez les grilles. Il ne bouge pas. Non, je ne suis pas votre prisonnière. Non, vous êtes en danger. Marguerite pose le coffre avec un bruit sourd. De qui? Augustin se retourne enfin. Ses yeux sont gris, fatigués. Il n'a pas dormi. Elle le voit dans la façon dont il tient sa mâchoire, dans la tension de ses épaules. Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Parce que la réponse détruit quelqu'un qui ne peut plus se défendre. Marguerite comprend immédiatement. Votre femme. Il ne répond pas. Mais quelque chose passe dans son regard. Quelque chose qui ressemble à de la surprise. Et à autre chose. Du soulagement peut-être. Comment savez-vous? Parce que dans cette maison tout le monde chuchote autour du même silence. Et les silences ont la forme de ce qu'ils cachent. Il s'appuie contre le bureau. Pour la première fois, elle le voit sans la composure qu'il porte comme une armure. Il a les traits d'un homme qui dort 3 heures par nuit depuis 2 ans. Qui veille, qui guette, qui protège quelque chose qu'il ne peut nommer. Madame Roux m'a montré le cahier de menu. Augustin ferme les yeux. Elle n'aurait pas dû, elle a bien fait. Vous ne comprenez pas. Alors expliquez-moi. Il secoue la tête. Je ne peux pas Marguerite sans la colère monter de nouveau. Mais cette fois ce n'est pas une colère froide. C'est quelque chose de plus profond, de plus personnel. Ouvrez les grilles ou dites-moi la vérité. Mais ne me demandez pas de rester dans une maison dont je ne comprends pas les murs. Augustin la regarde longuement. Puis il dit « Donnez-moi 3 jours ». Pourquoi 3? Parce qu'il arrive dans 3 jours. Et quand il sera là, vous comprendrez pourquoi les grilles sont fermées.
Marguerite sent un frisson glacé remonter sa nuque. Une menace qui prend forme. Qui arrive? Mon cousin. Gérard de Montclair. Le nom tombe comme une pierre dans l'eau. Marguerite se souvient des dates dans le cahier. Des almendras confitadas. De l'odeur amère sous le sucre. 3 jours, répète Augustin. Après je vous dirai tout. Elle le regarde. Il ne détourne pas les yeux. Et pour la première fois depuis qu'elle est arrivée dans cette maison, elle voit quelque chose qui ressemble à de la supplication. D'accord. Il hoche la tête. Merci. Elle prend son coffre et sort. Mais avant de fermer la porte, elle se retourne. Monsieur le duc. Oui, si vous mentez, je pars. Avec Céleste. Il ne répond pas. Mais elle voit sa mâchoire se serrer. Et elle sait qu'il a compris. Les 3 jours qui suivent sont étranges. Marguerite continue à soigner Céleste. La petite va mieux. Elle a repris des couleurs. Elle rit de nouveau. Mais elle s'accroche à Marguerite avec une intensité qui lui serre le cœur. Tu ne vas pas partir, dit. Marguerite brosse les cheveux de Céleste. Ils sont fins. Blondes. Ils ont la texture des cheveux d'enfant qui a été malade longtemps. Non, je reste. Maman est partie. Marguerite pose la brosse. Je sais. Elle ne m'a pas dit au revoir. Elle était malade, ma chérie. Céleste se retourne. Ses yeux sont gris. Comme ceux de son père. Papa dit qu'elle est au ciel. Mais je ne sais pas où c'est. Marguerite prend la petite main dans la sienne. C'est un endroit où on n'a plus mal. Alors pourquoi elle ne revient pas? Si elle n'a plus mal, elle pourrait revenir. Marguerite sent sa gorge serre. Elle pense à son mari, à la fièvre qu'il a emportée en 3 jours, à la façon dont il a dit son nom à la fin. Une fois, puis plus rien, parce que ceux qui partent ne reviennent pas, Céleste. Mais il reste ici. Elle pose la main de la petite sur son propre cœur, et ici, elle la pose sur le cœur de Céleste. La petite ferme les yeux. Tu ne vas pas partir. Non, promis. Marguerite hésite, puis elle dit promis. Cette nuit-là, elle veille Céleste jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand elle se lève pour partir, elle trouve Augustin dans l'embrasure de la porte. Il ne dit rien. Il la regarde juste, et elle voit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'a jamais vu chez un homme. De la gratitude. Et autre chose. Quelque chose de plus dangereux. Ils restent là séparés par le lit où Céleste dort. Puis Céleste bouge dans son sommeil. Elle tend une main. Marguerite s'y penche pour la border. Augustin fait de même. Leur front se frôle au-dessus de l'enfant endormi. Elle sent son souffle contre sa joue. Chaud, régulier, proche. Aucun des deux ne recule. Pas tout de suite. Céleste se calme. Sa respiration redevient profonde. Et seulement alors, Marguerite se redresse. Augustin aussi. Mais quelque chose a changé. Quelque chose qu'aucun des deux ne peut nommer. Bonne nuit, Madame Vasseur. Bonne nuit, Monsieur le Duc. Il sort. Elle reste. Et elle se demande ce qui vient de se passer. Le lendemain, Marguerite remarque quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Augustine n'y dort pas. Elle le sait parce qu'elle le croise dans les couloirs à des heures où personne ne devrait être debout. 3 heures du matin. 4 heures. Il marqué. Il vérifie les portes. Il regarde par les fenêtres. Elle le suit une nuit. Elle ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est sage-femme et qu'elle ne peut pas s'empêcher de diagnostiquer. Peut-être parce qu'elle commence à comprendre qu'il protège quelque chose. Quelqu'un. Il s'arrête devant la porte de l'aile, celle qui mène aux anciennes chambres, celles qui sont fermées depuis la mort de la duchesse. Il pose la main sur la porte, puis il ferme les yeux. Et Marguerite voit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, de la douleur. Brute, non filtrée. Elle fait un pas en arrière, le plancher craque. Augustin se retourne d'un coup. Madame Vasseur, pardonnez-moi, je ne voulais pas. Vous ne dormez pas non plus. J'ai l'habitude de veiller. Il la regarde. Moi aussi. Il reste là dans le couloir sombre. 2 personnes qui ne dorment pas. 2 personnes qui veillent. Et Marguerite comprend que ce qu'elle ressent pour cet homme n'est pas de la pitié. C'est quelque chose de plus compliqué, de plus dangereux. Pourquoi vous ne dormez pas, monsieur le duc? Il ne répond pas tout de suite. Puis il dit, parce que si je dors, je ne peux pas protéger ma fille. De qui? De quelqu'un qui vient avec des cadeaux et un sourire. Marguerite sent son pouce accélérer dans ses tempes. Votre cousin. Augustine hoche la tête. Il arrive demain. Alors demain, vous me direz tout. Oui. Et vous ouvrirez les grilles. Il hésite. Puis il dit, si je peux. Marguerite s'approche. Elle ne sait pas pourquoi. Elle se tient devant lui. Assez près pour voir les cernes sous ses yeux. Assez près pour sentir l'odeur de tabac et de papier qui s'accroche à lui. Vous ne pouvez pas protéger tout le monde. Monsieur le duc, pas tout seul. Il la regarde. Et pour la première fois, elle voit quelque chose céder dans son regard. Une digue qui lâche enfin. Non, je ne peux pas. Elle tend la main. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Mais avant qu'elle puisse toucher son bras, il recule.
Bonne nuit, Madame Vasseur. Il part. Elle reste. Et elle comprend que ce qu'elle vient de voir n'était pas du rejet. C'était de la peur de ce qui pourrait arriver s'il acceptait de l'aide, s'il acceptait de ne plus être seul. Le troisième jour, les domestiques sont agités. Monsieur Gérard arrive dans l'après-midi. Madame Roux prépare un dîner. Elle ne parle pas, mais ses mains tremblent quand elle coupe les légumes. Marguerite descend à la cuisine. Vous l'avez déjà vu. Madame Roux ne lève pas les yeux. Oui, comment est-il? La cuisinière pose son couteau. Charmant. Le mot tombe comme du poison. Marguerite comprend immédiatement. Les hommes dangereux ne sont jamais ceux qui ont l'air dangereux. Ce sont ceux qui sourient, ceux qui apportent des cadeaux, ceux qui disent les bonnes choses. Le duc va le laisser entrer. Il ne peut pas faire autrement. Monsieur Gérard est son cousin, son héritier présomptif. Il a le droit de venir, même si. Marguerite sent une rage sourde lui brûler la poitrine. C'est de la folie. Madame Roux la regarde enfin. Non, petite. C'est de la noblesse. On ne peut pas accuser un noble sans preuve. Et même avec des preuves, il faut une raison. Et la raison détruit Madame Diane. Alors on laisse mourir une enfant pour protéger la mémoire d'une femme morte. On ne laisse rien faire. On attend. On veille. Et on espère que quelqu'un sera assez courageux pour dire la vérité. Marguerite comprend que Madame Roux parle d'Augustin. Mais elle comprend aussi autre chose. La cuisinière parle d'elle. Vous voulez que je dise quelque chose. Je veux que vous fassiez ce que vous savez faire. Vous êtes sage-femme. Vous lisez les corps. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Et qu'est-ce que je suis censé voir? Madame Roux se penche vers elle. Vous êtes censé voir ce que j'ai vu il y a 2 ans. Le jour où Madame Diane est morte, Marguerite Saint-Saëns sang S.E. Glacer. Qu'est-ce que vous avez vu? De la poudre blanche, sur la table, près de la théière. Après une visite de Monsieur Gérard. Le silence qui suit est total. Marguerite entend son propre cœur battre. Elle entend le feu crépiter dans l'âtre. Elle entend le vent contre les fenêtres. Vous avez dit quelque chose. Madame Roux secoue la tête. J'ai nettoyé. Pourquoi? Parce qu'une cuisinière ne dit rien. Parce qu'une cuisinière ne voit rien. Parce qu'une cuisinière fait son travail et se tait. Marguerite voit les larmes dans les yeux de la vieille femme. Et elle comprend. Madame Roux porte cette culpabilité depuis 2 ans. Elle a nettoyé la poudre. Elle s'est tue. Diane est morte. Ce n'est pas votre faute. C'est ma faute. Et maintenant, c'est la petite. Et si je me tais encore, elle mourra aussi. Marguerite prend les mains de Madame Roux dans les siennes. Elles sont froides, tremblantes. Vous ne vous tairez pas. Je ne vous laisserai pas vous taire. Madame Roux hoche la tête. Puis elle dit, il arrive dans 2 heures. Le duc va vous éloigner de la petite. Il ne veut pas que Monsieur Gérard vous voie. Il ne veut pas qu'il sache que vous êtes là. Pourquoi? Parce que si Monsieur Gérard sait qu'il y a une sage-femme dans la maison, il saura que le duc se doute de quelque chose. Marguerite sent la père menteur. Pas pour elle, pour Céleste, pour Augustin, pour cette maison où tout le monde se tait et où les silences tuent. Alors qu'est-ce que je fais? Madame Roux serre ses mains. Vous faites ce que vous savez faire. Vous regardez, vous notez, et vous attendez le bon moment. Gérard de Montclair arrive à 4 heures. Marguerite le voit depuis la fenêtre de sa chambre. Il descend d'un cabriolet élégant. I'll port un manteau de voyage impeccable. Il sourit. Il a 38 ans. Il est beau. Charmante. Exactement comme Madame Roux l'a dit. Augustin sort pour l'accueillir. Marguerite voit la raideur dans ses épaules. La façon dont il serre la main de son cousin. Trop fort, trop longtemps, comme s'il testait quelque chose. Gérard rit. Il dit quelque chose que Marguerite ne peut pas entendre. Augustine n'y rit pas. Il se contente de hocher la tête. Puis ils entrent dans la maison. Marguerite attend. Elle ne sait pas quoi faire. Puis on frappe à sa porte. Entrez. C'est Augustin. Il ferme la porte derrière lui. Il a l'air épuisé. Mon cousin est arrivé. Je sais. Je l'ai vu. Je vais vous demander quelque chose. Quoi? Ne vous approchez pas de Céleste tant qu'il est là. Marguerite sent une vague de colère la traverser. Vous me retirez de mes fonctions. Non. Je vous protège. Je n'ai pas besoin de protection. Si. Vous en avez besoin. Parce que si Gérard sait que vous êtes ici, il posera des questions. Et je ne peux pas répondre à ces questions sans révéler ce que je sais. Marguerite s'approche. Alors dites-moi ce que vous savez, maintenant. Augustin ferme les yeux. Puis il dit « Ma femme a eu un amant ». Les mots tombent comme des pierres. Marguerite ne bouge pas, elle me l'a confessé, avant de mourir. Un officier. 3 semaines. L'été avant la naissance de Céleste. Marguerite sent son cœur S.E. Sarah. Vous pensez que Céleste n'est pas votre fille? Non. Elle le regarde, surprise. Non? Augustin ouvre les yeux. Diane a écrit un journal. La dernière page dit l'enfant est de lui. Elle a toujours été de lui.
Marguerite comprend immédiatement. Mais votre cousin ne sait pas ça. Non, il a entendu la confession, par la porte, à travers l'infirmière, mais il n'a pas vu le journal. Alors il pense que Céleste est illégitime, oui. Et s'il meurt, vous héritez. Non, si Céleste meurt, c'est lui qui hérite. Marguerite sent tout s'assembler dans sa tête. Les almendras confitadas, les fièvres, les dates dans le cahier de Madame Roux, la poudre blanche près de la théière. Il l'empoisonne. Augustine hoche la tête, depuis 1 an, et vous ne pouvez pas l'accuser. Non, parce que pour l'accuser, je dois dire pourquoi il veut la mort de Céleste. Et dire pourquoi, c'est révéler la confession de Diane, c'est détruire sa mémoire, c'est ouvrir un scandale de légitimité. Marguerite le regarde. Elle voit la fatigue, l'épuisement, le poids de 2 ans de silence. Alors vous l'avez laissé faire. Non, je l'ai surveillé. J'ai empêché Céleste de manger ce qu'il apportait. J'ai éloigné les domestiques qui auraient pu parler. Et j'ai fait venir la meilleure sage-femme du canton. Il la regarde, et elle comprend. Il l'a fait venir pour sauver sa fille. Pas par la justice, par la médecine. Et maintenant, il est ici pour 3 jours. Et je ne peux pas le renvoyer sans éveiller ses soupçons. Marguerite sent un nœud se former dans son ventre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Augustin s'approche. Il est tout près maintenant. Assez près pour qu'elle voie les veines sur ses tempes. Assez près pour qu'elle sente la tension dans son corps. On attend. On veille. Et on espère qu'il ne se passe rien. Et si quelque chose se passe, alors je fais ce que j'aurais dû faire il y a 1 an. Je l'accuse. Et tant pis pour Diane. Marguerite voit une résolution nouvelle dans ses traits. Une ligne franchie qu'il ne peut plus retraverser. Et elle comprend que ce qu'il vient de dire lui a coûté plus qu'elle ne pourra jamais savoir. La vie de votre fille vous appartient. Monsieur le duc, vous n'avez pas le droit de protéger une morte aux dépens d'une vivante. Il la regarde, puis il dit « je sais ». Il sort, elle reste. Et elle comprend que quelque chose vient de changer, qu'une ligne vient d'être franchie. Et qu'il n'y a plus de retour possible. Les 3 jours suivants sont un cauchemar. Marguerite reste dans sa chambre. Elle ne voit pas Céleste. Elle entend juste sa voix parfois dans le couloir. Elle entend aussi la voix de Gérard, douce. « Charm Auntie, empoisonnée. Ma chère petite, tu as l'air en meilleure santé. Oui, oncle Gérard, ton père prend soin de toi. Oui, et Marguerite aussi. » Un silence, puis Marguerite retient son souffle derrière la porte. « Ma sage femme. Ah, je ne savais pas que tu avais besoin d'une sage-femme. J'ai été malade. Vraiment, oui, mais maintenant je vais mieux. C'est merveilleux. » Marguerite n'entendait pas. Puis la voix d'Augustin, froide, contrôlée. « Céleste, va dans ta chambre. »« Mais papa. » Maintenant, la petite obéit. Marguerite entend ses pas s'éloigner. Puis le silence. « Lord, Dangeriax, unsage femme, Augustine, Céleste a été malade. Je vois, et tu ne m'as pas prévenu. Ce n'était pas grave, vraiment. Assez grave pour faire venir une sage-femme, mais pas assez pour prévenir la famille. C'est mon affaire, Gérard. » Un rire. 2. Empoisonné. Bien sûr. Ton affaire. Comme tout dans cette maison. Les pas s'éloignent. Marguerite attend. Puis elle sort. Elle descend à la cuisine. Madame Roux est là, le visage pâle. Il sait. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Madame Roux sort le cahier de menu. On finit ce qu'on a commencé. Elle passe la nuit à rassembler les preuves, les dates, les symptômes, les almendras confitadas. Marguerite note tout dans son propre carnet. Les fièvres, les vomissements, les sueurs. La corrélation est parfaite. Chaque visite de Gérard correspond à une crise. C'est de l'arsenic, dit Marguerite. Madame Roux hoche la tête. Je sais. Comment, parce que j'ai vu les mêmes symptômes chez Madame Diane. Marguerite sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Vous en êtes sûr? Oui, les vomissements, les sueurs. La façon dont elle perdait ses cheveux. Et l'odeur. Quelle odeur? Amandes amères, quand elle transpirait. C'est un signe d'empoisonnement à l'arsenic. Marguerite ferme les yeux. Elle connaît ce signe. Elle l'a lu dans les manuels. Elle ne l'a jamais vu, mais elle sait que Madame Roux a raison. Alors il a tué sa femme. Et maintenant il essaie de tuer sa fille. Oui, et le duc ne peut rien faire. Non, pas sans preuve, pas sans raison. Marguerite regarde le cahier. Les dates, les symptômes, les almendras confitadas. On a les preuves, oui, alors il faut les montrer. Madame Roux la regarde. À qui? Au magistrat. Le magistrat ne croira jamais une sage-femme et une cuisinière contre un noble. Alors au duc, il sait déjà. Marguerite sent la frustration monter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Madame Roux pose sa main sur le cahier. On attend que le duc soit prêt. La nuit suivante, Marguerite ne dort pas. Elle entend des pas dans le couloir. Elle sort. C'est Augustin. Il marche vers l'aile et elle le suit.
Il s'arrête devant la porte, la même que l'autre nuit. Il pose la main sur le bois, puis il l'ouvre. Marguerite le suit à l'intérieur. La chambre est vide, poussiéreuse. C'était la chambre de Diane. Il y a encore des robes dans l'armoire, des livres sur la table de chevet, et sur le bureau, un journal intime, Augustine Essesoit. Il ouvre le journal. Il le feuillette jusqu'à la dernière page, puis il lit à voix haute. L'enfant est de lui, elle a toujours été de lui. J'ai menti, pas sur l'amant, sur le doute. Il n'y a jamais eu de doute, mais j'avais peur. Peur qu'il ne me pardonne pas, peur qu'il ne me croie pas. Alors j'ai dit que je ne savais pas, et maintenant je meurs avec ce mensonge. Pardonne-moi, Augustine, pardonne-moi. Sa voix se brise sur les derniers mots. Marguerite s'approche. Elle pose la main sur son épaule. Il ne bouge pas, elle avait peur. Oui, et vous l'avez pardonné. Oui, mais vous ne vous êtes pas pardonné. Il lève les yeux vers elle. Ils sont humides. Comment le pourrais-je? J'ai laissé mon cousin la tuer. Vous ne saviez pas? Si, je savais. Madame Roux m'a dit qu'elle avait trouvé de la poudre. Je n'ai pas voulu voir. J'ai pensé que c'était un accident, que c'était la maladie. Vous ne pouviez pas savoir. Si, je pouvais. Et maintenant il essaie de tuer ma fille. Et je ne peux toujours rien faire. Marguerite s'agenouille devant lui. Elle prend son visage dans ses mains. Elle le force à la regarder. Si, vous pouvez dire la vérité. Vous pouvez montrer ce journal. Vous pouvez accuser Gérard et détruire Diane. Diane est morte, Céleste est vivante. Il la regarde, et elle voit la dernière barrière tomber. L'acceptation remplacer le refus. Vous avez raison, oui, mais j'ai besoin de vous. Je suis là. Il pose sa main sur la sienne. Elle sent son pouls sous ses doigts. Rapide, irrégulier, comme celui d'un homme qui a couru trop longtemps. Merci. Elle ne répond pas. Elle se contente de rester là, à genoux devant lui, leurs mains jointes, et elle se demande quand exactement elle a cessé de vouloir partir, quand exactement elle a commencé à vouloir rester. Le lendemain, tout explose. Marguerite descend à la cuisine. Céleste est là. Elle est pâle. Elle tremble. Madame Roux est penchée sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mangé des almendras. Marguerite sent son cœur s'arrêter. Quand, il y a 1 heure, Monsieur Gérard les lui a donnés. Marguerite prend Céleste dans ses bras. La petite est brûlante. Elle vomit. Marguerite connaît ses symptômes. Arsenic, dose importante. Où est le duc? Dans son bureau, avec Monsieur Gérard. Marguerite monte l'escalier en courant. Elle entre dans le bureau sans frapper. Augustin et Gérard sont là. Ils se retournent. Céleste a été empoisonnée. Un silence de plomb s'abat sur la pièce. Gérard sourit. Un sourire doux. Charmante. Empoisonnée. Quelle idée. Marguerite le regarde. Vous lui avez donné des almendras. Oui, c'est son cadeau préféré. Elle contenait de l'arsenic. Gérard rit. Vous êtes folle. Marguerite S.I. tourne vers Augustine. Faites quelque chose. Augustine regarde son cousin. Puis il dit Gérard sort. Quoi? Source. Maintenant. Gérard hésite. Puis il sort. Augustin ferme la porte derrière lui. Il se tourne vers Marguerite. Vous en êtes sûr? Oui, alors c'est fini. Quoi? Le silence, c'est fini. Je vais l'accuser. Marguerite sent un poids immense se soulever de sa poitrine. Vous êtes sûr? Oui, vous aviez raison. Diane est morte. Céleste est vivante. Et je ne peux plus protéger une morte aux dépens d'une vivante. Il prend le journal de Diane sur son bureau. Il le tend à Marguerite. Lisez la dernière page. Elle lit, elle comprend. Et elle comprend aussi ce que ça va coûter. La mémoire de Diane. La réputation de la famille. Tout. Vous êtes prêt à payer ce prix? Oui. Alors faisons-le. Le lendemain, Augustin convoque le magistrat du canton. Il convoque aussi les principaux, arrendataires, et Gérard. Tout le monde se réunit dans le grand salon. Marguerite est là. Madame Roux aussi. Augustine S.I. lève. Il a le journal de Diane dans les mains. J'ai convoqué cette assemblée pour accuser mon cousin, Gérard de Montclair, d'avoir tenté d'assassiner ma fille, Céleste de Montclair. Un silence absolu s'installe. Gérard S.I. lève. C'est ridicule. Augustin ne le regarde pas. Madame Vasseur va présenter les preuves. Marguerite S.I. lève. Elle a son carnet dans les mains. Elle lit les dates, les symptômes, la corrélation entre les visites de Gérard et les crises de Céleste. Elle montre les almendras confiadas. Elle explique l'arsenic. Quand elle finit, le magistrat se tourne vers Gérard. Qu'avez-vous à dire? Gérard sourit. Avant de m'accuser, peut-être mon cousin devrait-il expliquer pourquoi j'aurais voulu du mal à cet enfant. Dis-leur, Augustin. Dis-leur ce que ta femme a confessé. Two less regards convergent vers Augustine. Il ferme les yeux, puis il ouvre le journal. Ma femme a eu un amant.
Elle me l'a confessé avant de mourir. Mon cousin a entendu cette confession. Il a cru que Céleste n'était pas ma fille. Mais dans ce journal, ma femme a écrit la vérité. Il lit la dernière page à voix haute. Sa voix reste ferme. Mais Marguerite voit ses doigts blanchir sur le cuir du journal. Quand il finit, il pose le journal sur la table. Céleste est ma fille. Elle l'a toujours été. Mais mon cousin ne le savait pas. Il a cru qu'en tuant Céleste, il deviendrait mon héritier. Gerard S. Elev, tu n'as aucune preuve. Madame Rue S. Elev. Elle fait un pas en avant. Pour la première fois en 30 ans, elle quitte sa cuisine pour entrer dans le salon. J'ai trouvé de la poudre blanche dans la cuisine 6 mois avant la mort de Madame Diane, après une visite de Monsieur Gérard. Je l'ai nettoyée. Je n'ai rien dit. Et Madame est morte. Sa voix tremble sur les derniers mots. Marguerite voit les larmes couler sur ses joues. Et elle comprend que Madame Roux vient de se libérer d'un poids qu'elle portait depuis 2 ans. Le magistrat se tourne vers Gérard. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Gérard ne répond pas. Il regarde Augustin. Puis il dit « Tu as détruit ta femme pour sauver ta fille. » « Oui, tu vivras avec ça. » Oui, Gérard est arrêté. On l'emmène. Et quand la porte se referme derrière lui, Augustin s'effondre dans un fauteuil. Marguerite s'approche. Elle pose la main sur son épaule. « C'est fini. »« Non, ça commence. »« Quoi ?»« Le scandale, les rumeurs. Less questions. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Il lève les yeux vers elle. « Grâce à vous. »« Non, grâce à Madame Roux. » Madame Roux est toujours là, debout près de la porte. Augustine S. Elev. Il va vers elle. Il prend ses mains dans les siennes. « Merci. » Elle hoche la tête, puis elle dit « Pardonnez-moi, j'aurais dû parler plus tôt. »« Non, vous avez parlé au bon moment. » Elle sourit. Pour la première fois en 2 ans, elle sourit. Cette nuit-là, les grilles s'ouvrent. Marguerite entend le bruit du métal contre la pierre. Elle sort. Augustin est là, debout près des grilles. Il les regarde comme s'il ne les avait jamais vues. Elles sont ouvertes. Oui, vous pouvez partir. Marguerite regarde les grilles. Elle pourrait partir. Elle pourrait franchir ces grilles et ne jamais revenir. Mais quand elle se tourne vers Augustin, elle sait qu'elle ne partira pas. Je ne suis pas restée parce que les grilles étaient fermées. Augustin, c'est la première fois qu'elle l'appelle par son prénom. Il la regarde surpris. Je suis restée parce que votre fille avait besoin de moi. Elle fait un pas vers lui. Et maintenant elle n'est plus la seule. Elle pose la main sur sa poitrine. Elle sent son cœur battre sous la chemise, rapide, forte, vivante. Il pose sa main sur la sienne, puis il se penche et il l'embrasse. Ce n'est pas un baiser de passion, c'est un baiser de soulagement, de gratitude, de quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Et quand ils se séparent, Marguerite sait qu'elle est exactement là où elle doit être. Le printemps arrive. Les grilles restent ouvertes. La chaîne pend du mur comme une branche morte. Dans la chambre de Céleste, les fenêtres sont ouvertes. L'air sent le Lilith et.l. herb fresh. Sur la table de la cuisine, il y a un pot avec une étiquette écrite de la main de Marguerite. À côté, le cahier de menu de Madame Roux, ouvert. Comme un livre d'histoire qu'on n'a plus besoin de cacher. Dans le jardin, on entend Céleste rire. Elle court, elle joue. Elle est vivante. Papa regarde. Je vois, ma chérie. Marguerite viens. J'arrive. Un silence. Puis la voix d'Augustin, tu triches? Non, c'est toi qui triches. Un rire. Le rire de Céleste qui dit qu'elle les a vus se regarder. Qu'elle a compris. Dans la cuisine, Madame Roux regarde par la fenêtre. Elle voit le duc. Elle voit la sage-femme. Elle voit la petite qui court entre eux. Et pour la première fois en 2 ans, elle sourit. Parce que dans cette maison où tout le monde se taisait, quelqu'un a parlé. Et en parlant, a tout sauvé.